Alors, nous allons passer la parole à Cyril Page, qui est professeur d'ORL, de chirurgie cervico-faciale à Amiens, sur la chirurgie thyroïdienne optimale en 2023. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers maîtres, chers collègues, je vous remercie de me donner l'opportunité d'avoir l'honneur de vous présenter alors, une présentation, là, pour le coup, très chirurgicale. Je vais assez peu parler de robots sur la chirurgie thyroïdienne. Alors, optimale, c'est un peu pompeux, mais j'ai envie de dire les grandes lignes acceptables au niveau international, au niveau de la chirurgie thyroïdienne actuellement. Alors, premièrement, la chirurgie thyroïdienne reste une chirurgie pratiquée de manière importante. Je n'ai pas réussi à retrouver l'article que j'avais lu il y a quelques années, en début des années 2000, qui disait est-ce que les thyroïdes sont devenus les nouveaux utérus? C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 90 et 2000, des indications chirurgicales, notamment de thyroïdectomie totale, très, très larges, du fait notamment du progrès de la mise en place du lévothyrox. Et donc, on opérait un peu tout et n'importe quoi à un certain moment. Mais depuis ces 10 dernières années, notamment pour la pathologie nodulaire, les indications sont beaucoup plus codifiées avec le couple échographie-ponction qui permet donc de mieux choisir les patients à opérer. Et notamment, il faut limiter la chirurgie de pathologies non cancéreuses. Par ailleurs, il y a 20, 30 ans, 40 ans, il y avait des techniques chirurgicales extrêmement nombreuses. Alors, thyroïdectomie partielle, nodulectomie, vraiment des trucs un petit peu compliqués, exposant un risque de récidive, à un risque de reprise. Et maintenant, on a une simplification chirurgicale avec, en gros, on va raisonner, notamment pour les pathologies nodulaires, par lobe, c'est-à-dire une lobectomie, c'est une dissection d'un récurrent, on n'y retourne pas, il faut faire ça une fois. Pour faire suite un peu à la présentation précédente, on doit tendre vers le risque, alors pas le risque zéro, hein, vous savez très bien, un chirurgien qui n'a pas de complications, c'est un chirurgien qui n'opère pas. Donc, mais il faut tendre vers le risque, le taux de complication le plus faible possible. Et à l'heure actuelle, grosso modo, dans les centres spécialisés, alors là aussi, c'est un petit peu un biais, on y reviendra après, mais la plupart des publications sont faites par des centres spécialisés. Donc, grosso modo, après une chirurgie thyroïdienne, il faut avoir un taux de paralysie récurrentielle définitive inférieur à 1%, un taux d'hypoparathyroïdie définitive inférieur à 2%. Il n'y a que le taux d'hématome compressif qui est, sans jeu de mots, incompressible. Là, c'est autour de jusqu'à 1% à peu près. Ces dernières années, la chirurgie thyroïdienne n'a pas échappé aux apports de la technologie, avec en premier lieu, et je vais insister un petit peu là-dessus, le monitorage péropératoire des nerfs laryngés. Je parlerai un tout petit peu également des techniques de détection des glandes parathyroïdes, mais vous verrez que ça a une utilité peut-être limitée, et puis d'autres éléments. Alors, quelles sont les problématiques chirurgicales et post-opératoires d'une chirurgie thyroïdienne? Alors, avant tout, les complications spécifiques, que sont les lésions nerveuses, et au premier plan, la lésion du nerf récurrent, qui entraîne tout de même une paralysie d'un hémilarynx lorsqu'on a une atteinte récurrentielle. Si on a une double paralysie récurrentielle, c'est-à-dire un larynx complètement paralysé, on peut avoir des situations dramatiques avec des détresses respiratoires, des trachéotomies. Donc, c'est la complication la plus redoutée. Et en vérité, lorsqu'on opère une thyroïde, le but principal du chirurgien, c'est de ne pas léser les nerfs récurrents. La deuxième problématique, c'est les glandes parathyroïdes, où là, c'est un petit peu plus compliqué parce que si on a une impression de maîtrise sur le récurrent, on a beaucoup moins de maîtrise sur les glandes parathyroïdes, on va y revenir. Et puis, il y a le problème de l'hématome suffocant, complication rare des thyroïdectomies totales, mais vraiment problématique. La problématique fonctionnelle, voix et déglutition. On peut avoir aussi beaucoup d'atteintes vocales sans paralysie post-opératoire. D'ailleurs, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je fais beaucoup de travaux sur ce sujet, des troubles vocaux après chirurgie thyroïdienne, mais sans lésion nerveuse évidente. La problématique esthétique qui a beaucoup émergé ces dernières années, notamment en Asie, à cause de la cicatrice cervicale, et puis des préoccupations, on va dire, peut-être financières, notamment la durée d'hospitalisation, quid de l'ambulatoire,
on va en parler également. Bon, il ne s'agit pas ici de faire un cours sur l'anatomie du nerf laryngé récurrent. Ce qu'il faut juste savoir, c'est le trajet attendu du nerf récurrent dans la loge thyroïdienne avec cette spécificité droite-gauche, notamment le nerf récurrent du côté droit, il est grosso modo situé dans l'angle dièdre formé par la carotide commune et la trachée, alors qu'à gauche, il a un trajet volontiers vertical, plus médian, dans la gouttière œsotrachéale. Ce petit schéma-là, tout chirurgien thyroïdien doit l'avoir en tête pour savoir le trajet attendu du nerf récurrent, dans la majorité des cas. Autre chose, le rapport entre les glandes parathyroïdes et les nerfs récurrents. Donc, alors ici, bon, j'ai triché un petit peu, je vous ai montré, c'est une vidéo de chirurgie parathyroïdienne. Ici, vous avez un adénome parathyroïdien inférieur gauche. Grosso modo, dans la majorité des cas, la parathyroïde inférieure est située en avant du récurrent, alors que la parathyroïde supérieure est plutôt en arrière du récurrent. Cela est vérifié sur cette vue chirurgicale, vous voyez. L'adénome, enfin le nerf collé complètement à l'adénome en profondeur. Donc, il est bien évident que si vous faites une exérèse au carré sans faire attention de l'adénome parathyroïdien, vous tapez gentiment le nerf récurrent, alors qu'il faut le dégager un petit peu de manière prudente, en essayant de ne pas exploser l'adénome, qui est quelque chose d'assez fragile. Donc, oui, là c'est le tremblement. Si j'avais utilisé un robot, j'aurais moins tremblé peut-être. Et donc, voici le trajet, vous voyez donc à gauche avec la trachée ici, le nerf vraiment parallèle quasiment à la trachée. Donc à gauche, il est plus souvent au même endroit qu'à droite, mais il est plus sujet à la blessure parce qu'on croit qu'on va le trouver facilement. Moi, je trouve qu'à gauche, c'est un petit peu plus difficile. Alors, quelles sont les bonnes pratiques vis-à-vis du nerf récurrent en 2003? Alors, il y a énormément, là, j'ai pris trois articles, mais il y a des milliers d'articles là-dessus. Eh bien, excusez-moi, petite manœuvre. En 2023, eh bien, la dissection macroscopique complète du nerf reste le gold standard pour limiter le risque de lésion nerveuse. Autrement dit, malgré tous les apports technologiques qu'on peut avoir, notamment l'appareil de neurostimulation, le chirurgien thyroïdien doit normalement bien voir le nerf de bas en haut dans la loge. Ça reste la technique de référence et bien spécifiée dans toutes les recommandations des sociétés savantes sur le sujet. Alors, comment essayer d'améliorer, de diminuer au maximum le risque de lésion nerveuse depuis les années 80? Alors, en réalité, c'est les années 50. Les premières électromyographies laryngées à l'aiguille translaryngée, c'est dans les années 50. Mais l'utilisation péropératoire de manière standardisée, c'est la fin des années 2000, avec notamment l'article de référence de Randolph dans le laryngoscope en 2011 sur les modalités d'utilisation de ce matériel. Alors évidemment, cet appareil, donc, qui permet de stimuler le nerf en péropératoire, aide considérablement le chirurgien à identifier le nerf ou même à confirmer l'identification visuelle présumée d'un nerf avec la stimulation. Et on verra tout à l'heure les indications, mais c'est vrai que c'est précieux, notamment dans les reprises chirurgicales. Deuxièmement, cet appareil peut prédire la fonction nerveuse en post-opératoire, ce qui est important. Autrement dit, on sait si le nerf est viable, on sait également potentiellement s'il y a une paralysie définitive. Et puis, cet appareil peut faire gagner du temps, notamment dans certaines situations. Par exemple, ici, c'est un patient que j'ai opéré il y a quelques années. Excusez-moi, décidément, il n'y a pas de souris. Vous avez ici la trachée, le goitre, et vous voyez le nerf récurrent, il passe au-dessus du goitre, dans la partie inférieure. C'est-à-dire qu'un nodule inférieur est venu souffler le nerf. Et alors, quand j'ai opéré cette patiente, je me souviens vraiment très bien comme si c'était hier, je me suis dit, mais c'est le nerf qui est dessus ou pas? Et le stimulateur me confirme que c'était bien le nerf. J'aurais pas eu le stimulateur, j'aurais pas été prudent, j'aurais coupé le nerf en me disant, bah non, c'est une veine inférieure, voilà. Autre utilisation intéressante, c'est lorsque vous ne cherchez pas le nerf avec les rapports anatomiques habituels, artère thyroïdienne inférieure, angle dièdre entre la carotide et la trachée. Et par exemple, ici, vous avez ce qu'on appelle un tubercule de Zucker-Kandel.
Donc, c'est-à-dire une espèce de nodule surnuméraire comme ça, postérolatéral au niveau de la glande. Et en soulevant ce nodule, normalement, le nerf est en dessous. Et donc là, vous voyez, c'était pareil, c'est un patient, c'est le premier tubercule que j'ai mis en évidence, c'est un film il y a 10-15 ans. Je me suis dit, on va voir, on filme, on regarde s'ils ont raison dans l'article, et ils ont raison. Donc voilà, on soulève le tubercule. On retrouve ici un élément qui ressemble fortement à un nerf récurrent. Et votre appareil de stimulation vous dit, eh bien oui, c'est le nerf récurrent. Donc ça, c'est un gain de temps aussi absolument incroyable pour l'exécution chirurgicale. Alors, on peut aussi, si on est encore plus fin dans l'analyse nerveuse, on peut aussi utiliser, détourner, j'ai envie de dire, l'appareil pour repérer le rameau externe du nerf laryngé supérieur ici, c'est-à-dire une petite branche nerveuse qui innerve le muscle cricothyroïdien. Si vous lésez ce nerf, vous allez entraîner des défauts de tension de la corde vocale en post-opératoire chez les patients avec une altération de la voix, une fatigabilité vocale, des problèmes assez complexes. Donc là aussi, en opérant de manière précise avec cet appareil-là, on s'attend à peu près à avoir 20% de nerfs à risque. Alors, quels sont les nerfs qu'on peut tester? Donc, il y a bien sûr le récurrent, le nerf vague, on va y revenir après, et le nerf laryngé externe. L'appareil permet également d'enregistrer les paramètres EMG en paire opératoire, et là, avec une traçabilité médico-légale, hein, c'est-à-dire que sur notre écran, on a en millivolts la réponse nerveuse enregistrée au niveau donc, des électrodes placées sur la sonde d'intubation. Et ça nous permet donc d'avoir un document médico-légal pour l'intervention. Une dernière technologie qui date de peut-être un petit peu moins de 10 ans, c'est le monitorage continu. C'est-à-dire que vous mettez une électrode sur le nerf vague et le nerf vague est monitoré de manière continue. Vous êtes sur l'écran des stimulations périodiques. Et lorsque vous êtes trop près du nerf, quand vous tractez sur la glande, vous faites une dissection un peu traumatique, vous avez une répercussion sur l'écran. Alors, comment on utilise réellement cet appareil? Donc, en fait, il faut normalement, médico-légalement, alors, stimuler le vague avant la dissection du lobe, stimuler le nerf récurrent avant la dissection du lobe. Une fois qu'on a enlevé le lobe, stimuler le récurrent, stimuler le vague, et on compare le taux, on compare l'amplitude des potentiels d'action. Alors, nous avons fait une étude là-dessus il y a 10 ans. Si vous avez une différence de moins de 50% entre avant et après, vous savez qu'il n'y a pas de lésion nerveuse. Si vous avez une différence supérieure à 61%, il y a un risque de PR très important. Et en revanche, si on a une différence de plus de 87% en moins, là, vous avez un risque de PR définitif quasiment de 100%. Donc ça, c'est l'idéal. Si on veut faire plus simple, c'est l'idéal, mais si on veut faire plus simple, on peut aussi tenir compte du potentiel d'action en valeur absolue. La limite basse, c'est 0,1 millivolts. C'est-à-dire qu'en fait, si vous stimulez un nerf et que vous avez moins de 0,1 millivolts, il faut considérer que c'est une perte de signal. Il faut considérer que le nerf n'est plus fonctionnel, même si ce n'est pas tout à fait exact. Donc, à quoi ça sert cet appareil? Est-ce que ça diminue le risque de surveillance d'une paralysie? Eh bien non, ça ne diminue pas. On n'a jamais réussi à le démontrer. En revanche, on évalue parfaitement la fonctionnalité du nerf récurrent avec une valeur prédictive négative proche de 100%. Grosso modo, si vous avez une bonne stimulation du nerf, vous savez qu'il n'y a pas de problème, ce qui est très important pour la suite. Et puis, à l'inverse, on peut prédire aussi le risque de paralysie si on n'a vraiment plus de signal du tout après, alors qu'on avait un signal avant. Alors, ce que j'ai trouvé très amusant, c'est l'ambivalence des Allemands. C'est-à-dire que dans leurs recommandations de bonne pratique, ils estiment que ce n'est pas obligatoire, l'appareil de neurostimulation. Mais une des premières causes de litige entre les patients et les chirurgiens en Allemagne, au tribunal, c'est la paralysie récurrentielle après chirurgie thyroïdienne. Et dans un article très amusant de Drahle, qui est un grand chirurgien allemand spécialiste de neurostimulation, il vous expliquait que pour le juge, si vous n'utilisez pas d'appareil de neurostimulation, vous étiez condamnable. Alors que la recommandation de la société savante le dit, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est une vraie ambivalence. Aux États-Unis, les sociétés savantes disent que oui, c'est indiqué dans certaines situations, cancer, reprise notamment. Les Anglais, non.
Alors en France, on ne s'est pas encore réellement prononcé. Il y a eu un article de l'AFCE qui est sorti il y a il y a quelques mois qui dit que la neurosimulation c'est utile, mais pas obligatoire. Voilà. Néanmoins, quand vous avez l'appareil, nous ça fait donc maintenant 17 ans qu'on utilise ça. Quand vous avez l'appareil, vous devez l'utiliser. Ça paraît évident. Et surtout, il faut tenir compte du résultat. Et en particulier, de mon point de vue, mais enfin, c'est pas d'ailleurs que de mon point de vue, le gros intérêt de cet appareil, c'est d'éviter la double paralysie récurrentielle post-opératoire. C'est-à-dire que si vous partez sur une thyroïdectomie totale, vous commencez par le premier lobe, vous avez une perte de signal complète, vous dites, bon, si c'est une pathologie bénigne, je ne fais pas l'autre côté. Comme ça, on peut reporter après éventuellement. Les glandes parathyroïdes maintenant. Alors, les glandes parathyroïdes, c'est un petit peu moins simple finalement que le nerf récurrent, parce que le nerf récurrent, comme je vous ai montré tout à l'heure, il est à peu près toujours au même endroit, à peu près. Alors que les glandes thyroïdes, bah, pas vraiment. Alors, on va dire oui, la P4, c'est-à-dire la glande parathyroïde supérieure, elle est disons, dans une zone anatomique relativement restreinte, mais ce n'est pas le cas du tout de P3. Et puis, je n'ai pas mis là, mais au niveau des séries autopsiques, vous avez entre 3 et 6 glandes parathyroïdes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 3 parathyroïdes, d'autres 6. Donc, si vous en enlevez, je ne sais pas, sans faire exprès 3 à un patient, mais qu'il en a 6, il n'y aura pas de problème. Si vous en enlevez 2 alors qu'un patient n'a que 3, vous allez avoir des problèmes. Donc, ça, là-dessus, on ne peut pas le savoir. Donc, les glandes parathyroïdes, vous voyez notamment la parathyroïde inférieure, elle a une aire de répartition très large. Les sociétés savantes, et notamment la société savante américaine, considèrent qu'on n'a pas besoin de chercher, il ne faut pas les disséquer les glandes parathyroïdes, il faut simplement faire une dissection capsulaire au ras de la glande en ne faisant pas d'hémostase des gros troncs, en faisant donc l'hémostase uniquement des branches qui vont dans la glande thyroïde, comme ici figuré sur le pointillé. Et cela est suffisant pour respecter la microvascularisation des glandes parathyroïdes. Là, c'est une situation où vous avez des glandes parathyroïdes en position juxtathyroïdienne, mais cette disposition-là, elle n'est pas si fréquente que cela en réalité. Alors, vous avez pas mal de techniques, enfin deux en fait en réalité, hein, le verre d'imbiocyanine et la fluorescence. Les firmes font pas mal de forcing là-dessus. Moi, je leur ai dit que ça servait, à mon sens, pas à grand-chose parce qu'il ne faut pas aller les chercher, les parathyroïdes. Donc, à partir du moment où il ne faut pas aller les chercher, c'est peut-être pas la peine de prendre du matériel supplémentaire qui augmente la durée opératoire parce que je ne vais pas aller les chercher. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour la chirurgie parathyroïdienne. Là, au contraire, ça peut être tout à fait utile. Après, l'intérêt quand même de ces techniques-là, c'est qu'on aurait peut-être une prédiction de la vascularisation des glandes parathyroïdes et donc une prédiction éventuelle de la fonction post-opératoire. Un progrès, à mon avis, pour moi, il y a un avant-après ligachour, hein, clairement. Quand j'étais interne, je faisais, je sais pas, 30 nœuds par intervention avec mon patron. Là, je faisais toutes les petites branches, on faisait des nœuds, des nœuds, des nœuds. C'était assez long. Maintenant, avec le ligachour, on fait peut-être 2 ou 3 nœuds sur certaines grosses thyroïdiennes supérieures ou veines thyroïdiennes moyennes. Gain de temps incroyable. Alors, par contre, je n'ai pas l'impression qu'on ait plus de complications hémorragiques, mais voilà. Mais en tout cas, donc vous avez 2 matériaux, ligachour harmonique. Nous, on a les deux, on a de la chance. Pour moi, le ligachour est mieux que l'harmonique dans la chirurgie thyroïdienne. J'ai testé les deux, je préfère largement le ligachour. Les publications sur ces technologies montrent qu'il y a un gain de temps chirurgical réel, entre 10 à 30 minutes. Mais par contre, il n'y a pas de complications surajoutées. Il n'y a pas moins de complications, pas plus de complications. Mais vraiment, en 2023, il faut opérer une thyroïde avec un ligachour. Alors, les matériaux d'hémostase aussi, alors là, il y en a vraiment beaucoup. Alors, nous, on utilise volontiers du Surgicel fibrillaire, malgré un papier que j'ai vu qui dit qu'on a peut-être des hématomes favorisés par le Surgicel fibrillaire. Avant, on utilisait du tissu colle. Bon, après, j'ai envie de dire, ça dépend enfin, si le chirurgien est un peu phobique, hein, voilà. Bon, enfin, en gros, nous, on utilise du Surgicel fibrillaire. Il n'y a pas de matériaux d'hémostase supérieur, clairement, l'un vis-à-vis de l'autre. Je vous dis, à part le Surgicel qui peut donner des hématomes, la littérature, quand même, va en faveur d'une diminution, comment dire, donc, des éléments qu'on va retrouver dans les drains de Redon. Et ça peut diminuer la durée d'hospitalisation.
en fonction du drain de Redon, si bien évidemment vous considérez que le drain de Redon doit décider de votre hospitalisation. Dernière problématique, la problématique esthétique qui a fait émerger des voies un petit peu exotiques, robots transaxillaires, robots voie orale. Là, par exemple, ces 2 patientes que j'ai opérées il n'y a pas longtemps, c'est des cicatrices à 1 mois et demi. Hein. Donc, c'est-à-dire pas forcément le bon moment pour prendre des photos. Vous voyez, en respectant bien les lignes de Langer, en respectant bien les plis, on arrive à avoir des cicatrices qui sont quasiment invisibles. Et nous avions publié, ils avaient fait une communication à 10 ans au congrès de la Société française d'ORL sur 90% des patients, sur un pool de 200 patientes qui étaient satisfaites de leur cicatrice. Donc, je crois que la problématique esthétique, elle est possible vraiment très ponctuellement, mais de manière générale, n'est pas réellement un problème. Et d'ailleurs, les sociétés savantes ne recommandent pas les voies d'abord robotisées par le plancher oral ou par la voie axillaire, sauf des cas très spécialisés, très particuliers et dans des centres très spécialisés. Nous, ne l'utilisons pas. Enfin, dernière problématique, est-ce qu'on met un drain, est-ce qu'on ne met pas de drain? Aux États-Unis, ils ne mettent pas de drain. C'est à l'appréciation du chirurgien. Quand je fais une thyroïdectomie totale, en général, je mets un drain, je l'enlève le lendemain. Quand je fais une lobohyspectomie, en général, je ne mets pas de drain. La fonction parathyroïdienne, et c'est là, à mon avis, c'est ce qui est le plus important pour la durée d'hospitalisation, c'est la problématique, c'est l'hypocalcémie post-opératoire. Et en dosant la parathormone 6 heures après l'opération, on sait si on va avoir une hypocalcémie ou pas. Donc, en gros, ce qui va déterminer la durée d'hospitalisation, c'est le taux de PTH. Donc, si le taux de PTH est supérieur à 20 picogrammes par millilitre, le patient peut sortir à J1 de l'intervention, peu importe ce qu'a donné le drain, sauf cas vraiment très particulier. La durée d'hospitalisation, c'est 1 à 3 jours. Pas d'ambulatoire en France pour la thyroïdectomie totale pour le moment. Aux États-Unis, ça se fait. Nous, on développe l'ambulatoire pour les lobohyspectomies simples. Donc, au total, il y a encore quand même 50 000 chirurgies thyroïdiennes par an en France. Donc, c'est un enjeu de santé publique important. Nous, on n'est pas un centre très gros, mais on fait plus de 200 thyroïdes par an. J'en ai fait perso plus de 100 l'année dernière. Les recommandations HS de bonne pratique, on a même eu une enquête de l'HAS il y a 3 ans. Ils veulent vraiment qu'on opère le moins possible de pathologies bénignes. Et ça, on arrive à le faire grâce donc, à la cytoponction et à l'échographie. Après, la chirurgie optimale, là, pour le coup, c'est les centres spécialisés à gros volume. Les centres spécialisés à gros volume, donc il faut plus de 100 par an, normalement. Et puis, ce sont ces centres-là qui publient et qui ont des taux vraiment de complications faibles. Je vous remercie de votre attention. Merci. On a 3 minutes de questions-réponses. Est-ce que vous avez… Merci. Très clair, très technique. Oui, Germain. Oui, donc, des compliments pour votre présentation technique. Une question courte, c'est justement l'aspect esthétique. Nous avons une forte demande, Je partage l'écran là. une forte demande de femmes en particulier qui demandent pas de cicatrices. Et donc, nous utilisons la voie axillaire. J'ai compris que vous n'avez pas vous n'utilisez pas. Mais quelle est votre opinion et pourquoi? Alors, je pense qu'il ne faut pas être sectaire. C'est-à-dire que notre travail, c'est quand même j'ai envie de dire, de contenter le patient. Là, il faut écouter le patient. Si un patient nous dit, si un patient ou une patiente nous dit, je ne veux pas de cicatrice cervicale, si c'est possible de ne pas avoir de cicatrice cervicale, dans ce cas-là, j'enverrai la patiente aux collègues. Les Lillois, je crois qu'ils font ça, ils font la thyroïde axillaire, ou je crois à Paris également. Voilà, le seul problème, c'est que après, ça dépend ce que vous recrutez. Moi, j'opère vraiment des goitres. Et je ne vois pas comment on peut faire par voie axillaire, en réalité, quoi. Après, vous n'avez pas d'ailleurs, il n'y a pas que la voie axillaire, vous avez les nodules aussi, la thermocoagulation percutanée des nodules thyroïdiens sous échographie ou l'alcoolisation qui se fait aussi pour certains nodules volumineux, bénins. Là, vous n'avez même pas besoin d'opérer, hein, vous faites une réduction du nodule par voie transcutanée. Hein. Donc, mon opinion, c'est, il ne faut pas dire jamais, mais moi, dans mon service, je ne le développerai pas. Hein, de toute façon, j'ai aucune demande, moi. Les gens, on leur dit, voilà. Mais je pense que c'est un peu un faux problème parce que vraiment, les cicatrices de thyroïdectomie totale faites dans les règles comme ça ne se voit vraiment pas.
Deux questions simples, réponses courtes. Est-ce que le taux de paralysie récurrentielle diminue dans la littérature au cours des années? Non. Non, là, le plancher, j'ai envie de dire, c'est 1%. C'est-à-dire que, en gros, pour une thyroïde standard, pas trop compliquée, bénigne, il faut que vous soyez à 1% de paralysie définitive, hein, définitive. Il y a quand même 5 à 6% de transitoire. Qui récupère en 3 secondes. Et deuxième question, il n'y a pas de moyen de repérer les parathyroïdes en préopératoire? Non. Aucun moyen. On peut pas avoir une imagerie, je veux dire, une imagerie centrée qui pourrait dire, voilà, ou en préopératoire avec l'échographie. Les parathyroïdes non pathologiques, c'est-à-dire non augmentés de volume, vous ne pouvez pas aller voir en fait. D'accord. C'est-à-dire même en faisant un scanner spécial avec injection tardive, scanner parathyroïdien, une TEP à la colline, si vous n'avez pas d'hyperparathyroïdie, ça ne fixera pas. D'accord. Très bien, merci. Impossible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très clair, merci.